Bonjour à tous et bienvenue sur le nouvel épisode du podcast The Trick Play. Aujourd'hui les amis, dernier podcast, dernier épisode de la saison où l'on résume le week-end de college football, puisque nous avons assisté dans la nuit de lundi à mardi à la finale nationale, le CFB Championship, qui se déroulait à Indianapolis dans le stade des Colts, le Lucas Oil Stadium, pour un remake de la finale de la SEC qui avait été remportée par Alabama. Je parle bien d'Alabama contre Georgia. On va couper le suspense dès maintenant parce que vous connaissez tous le résultat. On enregistre 4 jours après la victoire donc des Bulldogs. L'équipe de Kirby Smart a remporté le match 33-18 et met fin ainsi à une série de 7 défaites face au Crimson Tide d'Alabama. Alors aujourd'hui, je suis en présence de Kevin et Valentin. Salut les gars. Salut. Salut. Avec qui je vais vous parler, vous résumer et avec qui on va donner un petit peu nos impressions de ce match. En préambule, avant de parler du déroulé de ce match, qui ma foi a été plutôt intéressant, même s'il a mis du temps à se décanter, si je peux le dire comme ça. C'est le premier titre national de Georgia depuis le Sugar Bowl de 1980. Ça remonte donc à 41 ans. Georgia faisait partie des équipes du pays chez qui, un peu à l'instar de Notre-Dame ou Tennessee, chez qui on attend un titre maintenant depuis quelques années. C'est maintenant chose faite. Et voilà, quoi. Georgia vient ajouter je crois, c'est un quatrième titre à leur palmarès, le premier depuis 1980. C'était la grande époque d'Herschel Walker. Bah, d'ailleurs, lors de ce Sugar Bowl, il avait inscrit les 2 seuls touchdowns des Bulldogs. Passons au résumé du match. Les gars, on a eu 3 premiers quarts-temps, je vais pas dire inintéressants parce que les défenses se sont montrées. Voilà, je vais plutôt dire que c'était pas prolifique, on n'a pas eu beaucoup de points. C'est un match qui a mis énormément de temps à se mettre en place. Comme le montre le score à la mi-temps. Le score à la mi-temps était de 9-6 pour Bama. Ça a été seuls des field goals ont été scorés. Il n'y a aucune des équipes qui a réussi à vraiment concrétiser les plus grosses actions. En fait, on y viendra un peu dans le déroulé, mais voilà, à chaque fois qu'il y avait un big play, ça bégayait dans la red zone et on était obligé de taper un field goal. Donc crédit aussi à mettre sur les défenses qui sont parmi les 2 toutes meilleures du pays. Mais ouais, les attaques n'ont pas été très très folichonnes pendant les 3 premiers quarts-temps. Si on fait un petit déroulé du match, ça va être bref si on fait la première mi-temps. C'est que sur le premier quart-temps, le seul gros big play en vrai, c'est une passe de Bennett pour George Pickens. D'ailleurs, magnifique play design. Moi, j'ai vraiment kiffé. Ils font une sorte de feinte de double reverse et en fait c'est une play action pour Bennett et Pickens, il part tout seul sur la sim. Et la Il catch, réception est incroyable. ouais, la réception dans la course, il plonge vers l'avant comme ça, elle est vraiment magnifique. Et Et c'est du coup d'ailleurs derrière, ouais, la seule réception de George Pickens sur ce match, une réception de 52 yards. ça c'est quand même terrible de se dire que Pickens finit avec un seul catch. Enfin bon, bref. Et du coup après Georgia ouvre le score en mettant le field goal, je crois. Non, c'est Bama qui met le premier field goal sur sa première possession. Mais donc Georgia égalise après. Pareil, je crois que c'est début deuxième quart-temps, il y a un catch de Latou pour Bama, le tight end. Il part sur une sorte de flat, il se retrouve seul sur la ligne, il gagne, j'ai plus le yardage exact, mais il doit gagner plus d'une cinquantaine de yards. Il en gagne 61, pardon. Et du coup, Bama se retrouve dans les 10 yards et avec une première goal, et au final, ils sont obligés de taper un field goal en quatrième goal, limite en dehors de la red zone. Enfin, c'était vraiment pas, je vais pas dire pas joli parce que c'était aussi un match défensif et on aime ça aussi de temps en temps, quoi. Mais les attaques, elles concrétisaient jamais dans cette fameuse red zone, quoi. Et c'est pour ça qu'on a fini vraiment qu'avec ces field goals. Après, chose aussi importante à parler, donc on parlait des big plays. Un des gros big plays du deuxième quart-temps, c'est ce catch de Jameson Williams en plein milieu du terrain sur une belle passe de Bryce Young dans le deuxième quart-temps. Et malheureusement, on voit Jameson Williams qui essaye de cutter et qui se fait mal, enfin qui se fait les croisés. Alors je suis pas sûr qu'on ait le verdict définitif. Apparemment, il craindrait, oui c'est ça.
craindrait très fortement que ce soit le ACL, donc pour Jamison Williams. Et derrière, pareil, donc de la même manière, hein, Bama ne concrétise pas. Pas grand chose à dire sur cette première mi-temps. Et ensuite, Val, peut-être quelque chose à dire sur la deuxième mi-temps, une fois que ça c'est un peu plus. Ouais, moi je vais juste revenir sur un truc sur la première mi-temps et ce qui globalement m'a un peu étonné de la part de Saban sur tout le match, c'est cette non-créativité dans les play design. Je trouve que, alors on pourrait s'y attendre un peu du niveau au niveau de Georgia, que bon, ça allait pas mal courir, ça allait chercher des petites play action, mais pas forcément des play design fous, des triplés, ce genre de choses. Mais je trouve que les deux attaques sur la première mi-temps ont vraiment rien essayé de faire de particulier. Je pense qu'ils ont les deux attaques ont eu peur des deux défenses qui ont joué à très haut niveau sur la première mi-temps. Et j'étais un peu surpris quand même de Saban qu'il n'ait pas tenté un moment à quelque chose pour essayer enfin surtout en red zone en tout cas, parce que même sur la deuxième mi-temps, et même s'il marque un TD, ça a été quand même assez compliqué, je trouve. Voilà, après pour la deuxième mi-temps, bah, on commence, on commence avec un overthrow de Bryce Young sur une double couverture qui est interceptée par le safety Smith de second. Très très mauvaise passe de Bryce Young. Hein. Je ne sais pas trop ce qu'il lui a appris. Parce on le voit regarder sur la gauche, bien analyser le terrain. Il a le temps dans sa poche. Pour une fois, parce que quand même la O-line de Bama, et notamment sur le côté droit, avec Owens, elle a pris globalement tarif tout le match. Là, il avait le temps. Il regarde sur la droite, il voit son receveur, mais il y a une double couverture, il l'envoie quand même, puis il l'envoie du coup beaucoup trop loin, il se fait intercepter. J'ai pas trop compris, il nous a pas habitués à ce genre de lecture. Bah, je pense que même lui, il était même pas habitué parce que tu vois tout de suite l'image de la télé, la réalisation après. Il fait une sorte de mou en se disant, mais putain, qu'est-ce que je suis con, pourquoi j'ai fait ça? Ouais. Bon, après, voilà, ça reste quand même la défense de Georgia sur un match important, donc ce genre de choses peut arriver, surtout que c'est sa première année en soi en tant que titulaire, et il n'est que sophomore, donc voilà, c'est des erreurs qui peuvent arriver malgré tout le talent qui est là et malgré qu'il soit à Bama. Après, Et qu'il ait gagné le Iceman Trophy aussi. ouais, ouais, aussi. Après, c'est pas passé grand-chose sur ce troisième quart-temps. On va se retrouver sur la fin du troisième quart-temps, pardon, à 1 minute 23 de la fin de ce quart-temps. Il y a un touchdown de Zamir White sur une course de 1 yard, je crois, peu après une course de 67 yards de James Cook. Et là, j'ai vraiment aimé le travail de la O-line que j'ai trouvé plutôt très bonne de Georgia sur le match, avec un énorme travail de Warren McClendon qui démonte, qui fait passer Christian Harris pour un linebacker freshman ou un mec qui sera 6e tour en NFL. Warren McClendon, alors je vais vous donner je vais vous dire, il est sophomore parce que je vais parler d'autres, des autres là qui m'ont impressionné sur ce play. Et vous verrez que la O-line a été assez jeune sur ce jeu-là. On a aussi un énorme décrochage de deux lines du côté gauche. C'est Dylan Fairchild qui est freshman et Justin Schaffer qui est senior. Et le centre, Cédric Van Pran qui est freshman. Lui, il a fait un gros boulot sur Fidarian Matisse. Il arrive à le retourner, à complètement laisser un boulevard à James Cook. Et quand vous regardez un peu les quatre qui ont fait un gros boulot sur ce jeu-là, ils sont sophomore, freshman, senior. Donc c'est vous dire quand même le talent qu'il y a sur cette O-line. Et alors qu'en face, ils ont quand même DJ Dale, Fidarian Matisse, Anderson, j'ai Will plus le. Anderson. Ouais, Will Anderson. Après, il y en a un autre qui joue, je crois que c'est Dallas Turner, si je me trompe C'est ça, qui est pas. true Non, c'est la freshman Brian Ray. aussi. Ouais, la Brian Ray aussi, voilà, qui sont des mecs quand même qui sont confirmés au niveau de Bama. Enfin, ça a été vraiment un très très gros boulot de la part de la O-line. J'ai trouvé ça vraiment assez incroyable. Donc voilà. Après, on est parti on part sur le quatrième quart-temps du coup. Donc on est à 13-9 au début du quatrième quart-temps.
On a un TD de Latou sur une petite play action suite à une perte de balle de Bennett qui en fait il semble lancer la balle vers l'avant. Il se fait saquer, il semble lancer la balle vers l'avant. C'est vérifié par les arbitres et c'est annoncé comme fumble recouvert par la défense. Ça a T'en été penses encore quoi, un TD très. t'en penses quoi d'ailleurs de ce Ouais. call, Valentin, parce qu'il a fait un petit peu parler sur les réseaux sociaux, et après je te demanderai ton avis aussi, Kevin, en tant qu'arbitre. J'ai- Alors moi, je t'avoue que là, quand j'ai re-regardé, j'avais pas, tu sais, la belle caméra bien zoomée, donc je me rappelle pas très bien, mais de ce que je vois, de ce que j'ai vu, pour moi, c'est plus une passe, quoi. Donc ça serait plus une incomplétion, mais après, j'ai pas eu la super image pour voir ça. Je sais pas ce qu'en pense Kevin. Bah, je t'avoue que c'est. Bah alors, on va rien vous cacher, hein. De toute façon, on l'avait dit sur les réseaux, on était au bar pour voir ce match. Valentin était là, moi j'étais là, il y en avait d'autres du podcast qui étaient là. Et en live, c'est vrai que c'est aussi la première impression qu'on avait eue. C'était que il avait encore le contrôle du ballon quand son bras part vers l'avant. Mais ce qui était vachement étonnant, c'est que le replay a pas duré si longtemps que ça. Et ils ont confirmé le call assez rapidement. Donc c'est comme tu dis, je pense qu'on n'a pas dû avoir une bonne caméra. Il devait y avoir une caméra qui était beaucoup plus parlante et que nous on n'a pas vu et que les refs ont vu pour changer le call. Enfin, je pense ne pas le changer aussi rapidement. Mais ça fait une grosse diff là-dessus parce que ça permet à Bama de revenir après, même si au final Georgia s'en sort. Mais ouais, pour moi, c'est pas. Tu vois, je pense on a vraiment assez tapé sur les arbitres cette saison sur des trucs beaucoup plus flagrants et que ça, je pense que ça a pas, c'était pas si scandaleux que ça, selon moi. Et du coup, pour revenir sur le TD, bah, ça a été encore compliqué hein, pour Bama d'aller chercher ce TD. C'est Brassium qui va un peu le chercher lui-même. Il se fait côté droit de la O-line encore une fois qui se fait transpercer, mais Brassium il a quand même un rôle assez rapidement sur la droite pour déclencher une passe rapide pour l'atout qui s'était démarqué. Donc voilà, on a Bama qui repasse devant. Juste derrière, sur la possession suivante, on a sur une deuxième et 18 après un sac de Bama, on a un touchdown de Mitchell, le receveur, sur la tête de Kyrie Jackson sur une bombe de Bennett. Alors, la balle lancée par Bennett est légèrement underthrow et côté intérieur. Je pense que Kyrie Jackson aurait pu peut-être un peu mieux la jouer, mais je pense que franchement, Mitchell, il va la chercher. C'est un très, très beau TD. Notamment bah, sur ce play, on a un bloc super important de James Cook sur Christian Harris. Sans ce bloc-là du running back, je pense que Bennett il se fait découper. Donc voilà pour ce TD-là. Après, on a une possession de Bama qui ne donne rien. On se retrouve à 3,37 de la fin avec sur une troisième et un. Je crois que c'était en red zone ou c'était pas loin de la red zone. Je crois que c'était en red zone Ouais, de ou Bama. juste devant. Ils étaient en red zone juste à Ouais, l'extérieur des 10 yards, ouais. ouais. On a un TD de Brock Bowers, le tight end de Georgia, qui est complètement laissé seul. Alors là, par contre, je me demande qu'est-ce qui s'est passé dans l'appel défensif pour laisser Bowers tout seul sur une troisième et un. Enfin, généralement, un tight end, Mais tu surveilles quand tu as un je me petit demande peu. si c'est pas le même jeu que. Alors, je sais qu'on en avait parlé sur le récap des demi-finales. J'ai plus le souvenir. Est-ce que c'est Bama? Mais je suis presque persuadé que c'est Georgia qui met pratiquement le même TD en demi-finale. Où en gros, ils ont deux receveurs de chaque côté. Tout le monde va bloquer et il y a que Bowers qui joue une flat. Il y a que le tight end à l'intérieur à gauche qui joue une flat. Et en fait, t'as personne qui réagit. Tout le monde bloque pour lui, catch sa flat et il va marquer. Et je sais qu'on en avait parlé à la suite des demi-finales. Et je suis presque persuadé que c'est eux qui jouent littéralement le même jeu. Et bah, c'est repassé. Ouais, c'est possible. Ouais. Mais ouais, bah du coup, je me suis quand même posé la question de pourquoi il avait été laissé seul et c'est pas très habituel quand même de la part de Bama, de Saban, etc. de bah, ce genre d'oubli, surtout en finale et surtout à ce moment-là du match. Enfin bon, du coup, bah il y a il y a un TD de Georgia Et ça porte et le on se retrouve score à 26-18, ouais.
Ouais. ce qui est Et important. on se retrouve à une 10 de la fin sur une 3e et 10. Encore une fois, un Bama qui a vraiment du mal à faire avancer les chaînes. Et puis là, on a encore une balle sous-dosée de Bryce Young interceptée qui est pick six par Ringo, le cornerback freshman de Georgia. Par contre, on peut se demander un petit peu, est-ce que c'est la faute du receveur qui se trompe de tracé? Parce qu'on avait 2 receveurs freshman du coup du côté de Bahamas sur quasiment plus de la moitié du match et un sophomore, mais les 3 n'ont quasiment pas joué. Donc on peut se demander, est-ce que c'est le receveur qui se trompe? Puisque Bryce Young a l'air plutôt d'attendre un comeback de son receveur avec un catch épaule extérieur. Le receveur, lui, continue sa route comme s'il faisait un tracé vertical, une fade, pardon. Bon, en tout cas, il se fait intercepter, pick six, et puis ça clôture le match, quoi. Ça tue le match à ce moment-là. À ce moment-là. Comme un symbole. Je tiens quand même. Ouais, voilà. Je tiens quand même à féliciter parce que Ringo, tu vois, quand tu es freshman à ce moment-là du match, même si la balle n'est pas dure à catcher pour lui, il faut quand même la prendre. Il faut quand même avoir l'intelligence de. Il s'est pas précipité, il a bien analysé où étaient les mecs derrière pour aller chercher pick six. C'est quand même un gros jeu de la part de Ringo qui a quand même aussi bien, qui a plutôt bien tenu ses vis-à-vis pendant tout le match. Donc voilà. Puis après, on a une dernière possession pour Bama, mais je crois qu'il se fait saquer sur le dernier jeu du match, Brassion. Et puis Encore comme un symbole. le match est fini. Ouais, voilà, c'est vraiment c'est ça. C'est en fait le quatrième carton, c'est un symbole du match et Et de la saison, en on va fait, dire de c'est la la raison saison pour de laquelle Georgia. Georgia a dominé, ouais. C'est Bah, ça. je vous propose d'y venir. Euh, Après, j'aimerais juste vous poser une question, mais avant ça, vu qu'on parle de la défense, j'aimerais revenir un petit peu sur cette saison défensive historique de Georgia, avec quelques stats. Seulement 10,2 points encaissés par match. Pour retrouver une stat similaire, il fallait remonter dans les années 80 avec le Bama de l'époque, ou voir ça en 2011 avec Bama, mais Bama à l'époque était entraîné par Kirby Smart, hein, parce que Kirby Smart, je vous le rappelle, a été le defensive coordinateur, le coordinateur défensif de Saban de 2008 à 2015, avec qui il a remporté 3 titres nationaux. Une seconde stat, 0,78 points encaissés par drive, ce qui fait un stop rate de 83%. Donc sur 163 drives cette année, Georgia en a arrêté 83%. Et la dernière stat que moi je trouve franchement la plus impressionnante personnellement, c'est que bah, les Bulldogs, ils ont encaissé plus de field goals que de touchdowns. Et voilà, ça fait une saison où en fait c'est la défense qui a carry une équipe championne nationale. Et j'essaie de... J'ai pas beaucoup non plus énormément de culture pour revoir en fait, tous les champions nationaux des dernières années, mais je me demande quelle équipe a réussi à gagner un titre avec une défense aussi performante et une attaque. Bon, si l'attaque, faut le dire, l'attaque de Georgia était en dessous de cette défense cette année, mais j'arrive pas à trouver une comparaison ces 20 dernières années, une défense qui a littéralement carry pendant toute la saison cette équipe. Et je tenais à le mettre en valeur. Et c'est une question que je veux vous poser. Est-ce que vous pensez que Alabama aurait dû plus jouer à la course? J'entends par là que ils ont couru pour seulement 30 yards. Et pourtant, quand Brian Robinson était sur le terrain, on a l'impression qu'il avançait. Enfin, c'est à chaque fois des petits gains, mais tu te disais pas que non plus il se faisait outplay par la defensive line de Georgia. Alors voilà, c'est la question que je vais vous poser. Est-ce que Bama a fait une erreur en faisant trop de passes, notamment avec l'absence de ses 2 receveurs principaux? Est-ce que c'était pas trop demandé à ses receveurs freshman? Moi, je pense pas parce que le front seven de Georgia est vraiment beaucoup trop fort sur le run stop. C'est quand même leur grosse force. Notamment, en plus, si tu rajoutes des mecs comme les Levi Sign, le safety, qui est une machine à plaquer, ça fait quand même énormément de qualité sur le run stop, en sachant que tu as ton côté droit de la O-line avec Owens, qui est vraiment pas bon pour Bama, qui a pris de tarif tout le match. Pour moi, il fallait lancer, tu étais obligé. C'est là où il y avait un peu moins
entre guillemets, de qualité, si je peux me permettre, du côté de Bama, parce que quand tu prends les deux DB, bah, tu as Darion Kendrick et Ringo qui sont tous les deux. Ouais. Enfin, Ringo qui est freshman et Kendrick qui est senior, mais qui est un bon corner, mais on va dire c'est moins fort, c'est quand même moins fort que le front seven. Puis si tu rajoutes Levis Sign, bah, c'est plus un run stopper. Après, voilà, tu avais peut-être celui qui fait l'interception, Christopher Smith, le safety. Non, Ouais, on va c'est pas dire que Attends, c'était pas Tyke Smith, tu sais, le transfert de West Virginia? Non, c'est Christopher Smith. Ah ouais? Ah, mais Tyke Smith, je sais même pas ce qu'il est devenu cette saison de Tyke Smith. Est-ce qu'il a Il joué? était, il était, non, il était blessé, je crois. Tyke Smith, il a été blessé avant le premier match, je crois, ou juste après le premier match. Ouais, et il Et est c'est ce qu'on disait revenu. pendant la preview, il est revenu très très brièvement. Je suis même pas sûr qu'il ait joué un match. Et en fait, au moment où il devait revenir, ça a été annoncé peu après que sa saison était terminée. Ok. Donc c'est pas lui. On l'avait annoncé pendant le preview, il était Ouais, non, absent non, pour le match. Et du coup, bah, pour moi, non, il fallait pas courir. Après, de toute façon, tu regardes, hein, tu prends juste statistiquement Brian Poole, n'importe quoi, Brian Robinson, c'est 3,1 yards par portée. Donc, voilà, je pense qu'il y avait, il y avait pas d'autre chose à faire. En plus, avec Hmm. la perte de Jameson Williams, ça fait, bah, du coup, tu perds ton meilleur receveur. Enfin, à mon avis, il fallait donner la balle à Bryce Young, comme ils l'ont fait, mais je pense qu'il fallait être peut-être un peu plus créatif, un peu plus euh, j'ai pas le mot, mais pas folklorique, mais un peu, tu vois, un peu fantaisiste, tu vois, des choses Ah oui, qui sortir sortaient de des l'ordinaire sentiers pour Bama. battus. Ouais. Hmm. Voilà. Je pense que c'est ce qu'il aurait fait. Après, aussi, bon, bah, quand tu perds autant de playmakers en attaque et que tu as la défense de Georgia en face, voilà, hein, Ouais, c'est, c'est à double tranchant. tu peux pas leur en vouloir, quoi. Évidemment. Donc, du coup, Valentin, Bryce Young a complété 35 de ses 57 passes pour 369 yards, un touchdown et deux interceptions. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire avant qu'on en vienne au MVP du match? Non, juste pour rebondir sur ce que disait Val, c'était vraiment juste. Il a parlé je sais jamais comment prononcer son nom, c'est Sign, c'est ça, le défenseur Ouais, de. Lewis Ouais, Sine. Ouais, je il met pense. justement, on parlait de lui dans le run stop. Il a mis une boîte à un moment à Robinson sur une course à gauche. Je sais que tu t'en rappelles, Val. Je sais que tu t'en rappelles. Il lui met une cartouche où il le retourne complètement. Et comme quoi, voilà, on parle souvent du front set dans le run stop. Il n'y a pas que le front set dans le run stop. Les DB sont là aussi, surtout des DB comme ça. Et après, effectivement, on sait aussi comment fonctionne Bama, c'est qu'ils ont cette spécificité de beaucoup jouer de screen. Et on le dit souvent, c'est que quand tu as un run game qui est un peu déficient, quand tu as du mal face au front 7, c'est d'aller chercher des petits screens à l'extérieur pour tes receveurs, en fait, ce qu'on appelle des longs end-off. Ça permet de compenser un peu cette déficience de courir dans la boîte. Et c'est ce que Bama a fait, mais comme le disait Val, en fait, il y avait pas de. Je pense que Georgia s'y attendait tellement à ce que comment dire, la première solution de retrait, de secours, on va dire, de Bama, s'ils n'avaient pas de run game à l'intérieur, ce serait la screen. Et en fait, ils les attendaient vraiment là-dessus. Et Bama n'a jamais vraiment tant développé d'offense à ce niveau-là. Et ils ont forcément eu les big plays qu'ils ont eu le truc sur l'atout ou quoi que ce soit, qu'ils ont d'habitude parce qu'ils ont des playmakers capables de casser des plaquages, de prendre du yard après. Mais c'est vrai que, comme disait Val, moi, c'est vraiment l'impression que j'ai eu aussi. C'était que, on en parlait aussi avant le truc, c'est que tu avais l'impression que toutes les deux équipes ne jouaient pour ne pas perdre et non pas pour gagner. Tu vois, il y avait vraiment ce petit côté de peur, de trop de pression. Alors que Georgia, ce serait peut-être logique, entre guillemets, mais qui était assez surprenant du côté de Bama. Parce que eux, ils ont l'habitude d'être là, on sait qu'ils sont coachés correctement à ce niveau-là. Et c'est vrai que c'était un peu plus surprenant pour le Crimson Tide que pour les Bulldogs. Si je vous traduis, les gars, j'en conclus que Kirby Smart a réalisé une belle partie. Non, celui qui a réalisé la plus belle Bah, partie, c'est Dan Lanning. Voilà, mm. ça c'est dit. Je commence à poser Dan mes billes. Lanning, non, mais t'as raison, Kevin. Et Dan Lanning, qui a pas fêté, je pense, il a rejoint Eugène dans l'Oregon dès le Ouais. lendemain. Il est Il arrivé était à Eugene très plutôt, très tôt le lendemain, ouais. voilà, très Avec, très tôt. le, Donc avec, je un, pense avec qu'il un a, jet privé de la fac, ouais. ouais, avec le petit logo Oregon là, pour faire office C'est de ça. zéro, avec l'immatriculation de l'avion, ouais, pas mal. Ouais. Pas mal, pas Et mal. je me demande même si c'est pas le jet de Phil Knight.
J'ai pas eu de. Mais le jet comme ça, je pense que c'est celui de Phil Knight. Parce que après, tu Phil me diras, Knight, le PDG de Nike, hein, ou le fondateur. Ouais. voilà, le fondateur, il est plus CEO maintenant. Mais après, tu me diras, Nike a tellement d'argent dans Oregon que ça m'étonnerait pas que la fac en soi-même ait plusieurs jets à disposition. De toute façon, Différents. qu'on se le dise, hein, toutes les facs ont des jets privés Oui, maintenant. bah t'as bien vu le contrat de Lincoln Riley à USC. Ouais, Hein. bah exact. L'utilisation du jet privé de la fac pour sa famille à 24 heures volonté, sur quoi. 24, Voilà. 7 sur Donc, 7 pour sa famille et tout. Du coup, j'en conclus. Lewis Sign, c'est ton MVP défensif? alors autant j'ai bien aimé ce qu'il a fait, mais autant je suis un peu comme Val. Je sais que Val a mis Ringo et en fait tu parlais de symbole tout à l'heure. Ce pick six pour sceller un national championship par un freshman sur le Iceman Trophy winner, ça a un impact dans les mémoires. Donc du coup, moi je mettrais Ringo pour ça. Je fais une petite précision, il est redshirt freshman. Mais il n'avait pas joué l'an dernier, donc au final, ouais, Ouais. on peut dire que c'est véritablement sa première année. Valentin, toi, tu pars du coup sur Kelly Ringo aussi. D'autres choses à rajouter ou on peut passer au Non, mien? j'avais hésité un peu avec Christian Harris C'est celui que ou j'ai mis, Nolan que j'ai Smith. mis pour les stats. Ouais. Au début, moi, j'avais mis Nolan Smith. Après, j'ai mis Christian Harris, mais en regardant un peu le match, j'ai vu qu'il s'était quand même fait pas mal bloquer, malgré ses belles stats. Et après, je me suis dit que Ringo méritait bien ce petit MVP défensif du match, avec tout le symbole que vient d'expliquer Kevin. Du coup, moi, je mets Christian Harris, mais c'est plus pour les stats. 4 plaquages pour perte et 3 sacs. Au niveau du joueur offensif, est-ce qu'on est tous d'accord pour dire Stetson Bennett, les gars? Moi, oui. En, en vrai, un MVP offensif sur ce match, ça me fait mal au cul un peu, tu vois. Euh, Bryce Young a des. Ouais, non, il a les 2 interceptions pour un TD, et encore une fois, il a beaucoup de yards, mais je vais dire Bennett parce qu'on a ce réflexe de mettre le QB de l'équipe vainqueur, voilà, s'il n'y a pas de performance extraordinaire. Donc on va dire Bennett. Moi, je vais vraiment dire Bennett par défaut, par contre. Après, moi, je le mets Bah, par choix parce que. Enfin, vas-y, Val, je te laisse. non, Après, je moi, raconterai l'histoire de Bennett. parce que je vois pas qui tu peux mettre d'autre en fait sur l'attaque de Georgia. À la limite, le seul que tu peux me mettre, c'est Zamir White ou James Cook, tu vois. Mais ou sinon, tu parles de la O-line de Georgia, mais même de l'autre côté, c'est pas. T'as Cameron Attou, voilà, qui fait un bon match, mais je sais pas. Pour moi, Stetson Bennett, quand tu prends un peu, alors peut-être que je réfléchis peut-être un peu trop avec l'histoire de Stetson Bennett, mais il a quand même été assez propre, je trouve, hein. Franchement, les 2-3 passes, les 2-3 booms qu'il envoie, elles sont plutôt bien lancées. Ça arrive à des moments importants. Enfin, Bah, du je coup, c'est le trouve MVP. que au niveau précieux. Hein? Bah, du coup, c'est le MVP, tu vois. Si tu me dis qu'il a réussi à être clutch et Oui. qu'il a fait les bons trucs au bon moment, pour Ah moi, bah, il n'y a ah pas bah d'autre oui, choix que lui. pour moi, oui, il a été juste bon, quoi. Enfin, il a été bon, vraiment bon. Et ça a été étonnant qu'il ait pas ressenti plus de pression que ça sur le match. Pourtant, de la pression, il en aurait pu en avoir, hein. Parce que je vous rappelle le Il parcours en a de eu. Stetson Bennett. C'était le. Allez, c'était quand en 2017, il devait être le 2 millième ou le 3 millième joueur du pays. Il rejoint Georgia en tant que walk-on. Euh, Évidemment, walk-on, pour ceux qui ne savent pas, c'est les joueurs qui n'ont pas de bourse, mais qui obtiennent une place dans le roster de l'équipe. Après, du coup, après avoir été sur le banc, enfin plutôt dans la scout team, durant la première année, il a transféré en JUCO, où il a été plutôt bon. Il a transféré de JUCO après, mais toujours en étant dans les bas-fonds du classement de JUCO. Alors, autant vous dire, il y a des très bons joueurs en JUCO, mais là, il était dans les 200 ou 250e places. Et il a reçu une scholarship, une bourse de Georgia. La première année, il la passe sur le banc derrière Jake Fromm. Et l'année suivante, à un moment de la saison, je crois que c'est en deuxième partie de saison, il prend la place de Diwan Matisse qui est parti à Temple. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez les gars de Diwan Matisse. Putain, Ouais. il était pas bon. Et voilà, bah, depuis ce moment-là, il est devenu le titulaire en puissance de Georgia.
Bien que les Bulldogs avaient pris JT Daniels sur le portail des transferts à l'intersaison 2021, il y a 6 mois, il a quand même gardé son poste. Et voilà, il a emmené Georgia en finale nationale. Il a emmené Georgia au titre, pardon, et rien que pour ça, faut juste dire bravo parce que c'est des histoires où on a envie d'en voir encore plus. Je me demande si un quarterback a déjà gagné un titre national en n'ayant pas de bourse. Bon, là, il en avait une bourse, parce que, comme je vous l'ai dit, il a recommit une seconde fois à Georgia. C'était juste la première fois où il n'en avait pas eu. Et en plus, c'est un enfant du pays, quoi. C'est un mec de Géorgie. Il ramène ça à son état natal. Non, franchement, l'histoire, elle est hyper belle. Maintenant, il y a une question qui me vient à l'esprit. Il lui reste une année d'éligibilité à Georgia. Donc, est-ce qu'il reste encore une année à Georgia ou il part pour la NFL? Personnellement, je pense qu'il va rester à Georgia. Pour Ah moi, ouais. il n'a pas d'intérêt à partir, soyons honnêtes. Mais après, je pense qu'il Pour pense même pas à moi, la draft. On avait la discussion, Val, je pense qu'il y pense même pas. Pour lui, c'est quelque chose pour, qui était tellement inatteignable il y a encore quelques semaines que il va prolonger le plaisir une année supplémentaire. pour moi, il va avoir une pression parce qu'il y a Brock Vandagriff derrière qui attend. Et il va avoir une pression, parce que je vous rappelle quand même qu'il Un 5 y a étoiles, des hein, les gars. gros recrutements. Ouais, il y a des gros recrutements au niveau des receveurs. Notamment, tu as George Pickens qui peut rester encore un an de plus, à mon avis, qui va le faire parce qu'il a pas de stats cette année vu qu'il a été blessé. Et ça reste, même s'il a fait une incroyable saison, qu'il fait un super match en finale, ça reste un mec que tu peux pas faire lancer énormément. Genre, de toute façon, tu prends les stats par match. La seule fois, il lance plus de 20 fois. Enfin, ça doit arriver sur la fin de saison, donc contre Bama, contre Michigan et contre encore Bama sur la finale. Il a peut-être lancé une fois, c'était contre Tennessee, je crois, où il avait lancé plus de 20 fois. Enfin bref, c'est pas quelqu'un que tu fais lancer. Et si tu gardes encore Van de Grief sur le banc, que tu as encore des recrutements derrière de grosse qualité, il va falloir que tu fasses sauter un QB. Donc, à mon avis, je serais lui, je partirai à la draft en espérant me faire drafter, je sais pas, 6-7e tour. De toute façon, il y aura forcément une équipe qui le prendra, même si c'est qu'en practice squad, en draft de free agent. Ou tenter. Après, je vois pas où il peut aller. Maintenant, tous les QB, ils ont un peu trouvé leur équipe. Donc, je vois pas où il peut aller, à part dans une équipe vraiment moins cotée. Et alors là, par contre, ses faiblesses, elles vont se voir beaucoup plus. Donc, à mon avis, lui, je pense il resterait bien, mais je pense qu'il va se faire un peu gentiment pousser quand même Ouais, je de pense Georgia. aussi, parce que c'est quelque chose, et c'est un sujet très intéressant, c'est que parfois, même quand tu réussis avec un joueur, faut pas oublier que le nerf de la guerre, c'est le recrutement, et que si tu n'offres pas des perspectives, en fait, des belles perspectives aux recrues, notamment aux receveurs ou aux quarterbacks, et tu peux casser en fait ton recrutement, tu peux avoir une classe vide, et on sait à quel point c'est important d'avoir de la régularité dans les classes de recrutement. C'est pas parce que tu fais une bonne classe de recrutement que ton équipe elle va être performante. Et je pense que Kirby Smart, il va peser il va choisir cet argument pour le mettre vers la sortie. Après, encore une fois, il y aura une question de légitimité. Est-ce qu'il pourra le faire? Est-ce qu'on acceptera qu'il le fasse? Euh, Moi, je pense qu'il va faire ça la loyale. Il va les mettre tous en compétition durant le spring game durant les camps au Euh, printemps et en été. Et il choisira Van de Grief ou même JT Daniels s'il décide de rester. et il y a Carson Beck aussi, hein, Ouais, Carson qui a un Beck, top exactement. B Qui est qui 5 était étoiles? 9 ou 4 étoiles, je crois. Il était 9 ou 10e Pro style, ouais. pro style. Donc, il y a du monde, à mon avis. Voilà. Merci pour ta saison, Stetson Bennett, voire même tes 2 saisons. Mais là, il faut préparer le futur en sachant qu'en plus, tu as beaucoup de la défense qui vont partir à la draft. Donc, il faut un peu Ouais. recréer une nouvelle vague, etc. Et à mon avis, le garder, c'est pas possible en vue des recrues que tu as. De Et toute façon, c'est obligatoire. Il faudra que tu fasses sauter un QB. Donc, après, c'est comme ils veulent. Hein, mais ils en ont déjà fait sauter beaucoup, hein. Jacob Eason et Jake Fromm, on en a suffisamment ouais, bien parlé sur ce sûr. Mais podcast. je pense que Stetson Bennett, c'est pas. Enfin, bon. Et puis attends, il aura sa place au Hall of Fame de Georgia aussi, donc je Hmm, pense que même lui, il s'en foutra, quoi. C'est déjà incroyable qu'il soit là, hein. Enfin, après le c'est truc, sûr. c'est que tu dis que
Georgia, il faut qu'il fasse ça vis-à-vis du recrutement et tout. Encore une fois, je pense pas que le plus gros problème de Georgia soit le recrutement, tu vois. Pareil, ça aussi, on en a assez parlé cette saison Ouais, t'as raison. Mais c'était plus d'un niveau plus, c'était plus général, tu vois. général. Je prends parce l'exemple que souvent de Notre-Dame. Le problème, c'est que si ton quarterback il lance pas, et bah oui, pourquoi des receveurs mais viendraient dans ton équipe, tu vois. C'était juste un exemple. ouais, enfin encore une fois, Georgia est pas non plus connu pour être une air raid, hein. Et puis comme t'as quand même Pickens qui est venu là, t'as quand même pas mal de bons receveurs qui sortent de Georgia, en sachant que depuis Stafford, si tu me cites un bon QB et le premier qui dit Jack Fromm, je le défonce. Mais quand je parle de bon Il a, QB sorti de Georgia, il a fait une magnifique euh, saison. qui ça? Jack Fromm, Ok. Mais cette saison, ils sinon vont en finale. non mais Pas de mauvaise foi pour dire le contraire. non mais ce que je veux dire c'est que ça a jamais impacté Non, le niveau du recruiting de Georgia. On voit bien qu'ils C'est vrai, continuent c'est à vrai. avoir une top 3. Ils sont top 3 dans le pays à ce niveau-là. Alors, ils continuent à non, mais recruter t'as des raison, QB Kevin, 5 étoiles. mais tu sais très bien que quand même, enfin, il te faut quand même un QB de meilleur calibre si tu veux espérer Oui, jouer le oui, titre parce tous que les ans, quoi. mais alors après, je chie sur ce qu'a dit Gus, hein, mais je suis d'accord sur le fond. Dans le sens où pour moi, Bennett n'est pas forcément un starter euh, viable sur plusieurs saisons. Là, c'était la darling un peu du truc avec son histoire, Wocon, nanana, nanana. Mais c'est pas dit que ça réussisse, hein. On a vu à quel point la situation QB était instable à Georgia depuis la saison dernière. Avec, tu disais, avec Matisse qui a tenu à peine un match avant de se faire bencher. Si je dis pas de bêtises, c'est même Stetson Bennett qui était son backup et qui ensuite s'est fait bencher par JT Daniels en cours de saison dernière. Donc Ouais. c'est aussi une grosse question. Après, pour moi, je vois pas non plus Bennett avoir une place en NFL. Après, tu le disais en UDFA peut-être, mais enfin, il lui faut une équipe qui a une bonne défense. Tu le mets pas dans une équipe qui a Mm. déjà premièrement pas beaucoup d'armes autour de lui et une équipe qui a pas de défense. Tu mets jamais, comme tu as dit, c'est pas un mec qui peut lancer 40 fois la balle dans un match. On va De dire manière pérenne, on va dire. qu'il est arrivé Donc, là au bon moment. oui. Ça sera la question que tentera de résoudre Kirby Smart l'an prochain. Et d'ailleurs, Kirby Smart, on en parle, hein, il en tient enfin la récompense ultime, le titre national. On commence à lui reprocher depuis quelques années avec les classes de recrutement bah, qu'il était incapable de gagner un titre. Maintenant, c'est chose faite, on peut le laisser tranquille. Et en plus, il gagne le titre avec son alma mater, hein. Je rappelle il était DB, il jouait safety à l'époque, dans les années 90 à Georgia, avant de devenir coach et running back dans les années 2000, puis de partir à Alabama et finalement de revenir à Athens en tant que head coach. Et c'est une belle récompense parce que, mine de rien, c'est lui qui a fait de Georgia un programme élite, hein. Georgia, il y a 6 7 ans, c'était pas du tout au niveau de ces dernières années. Et voilà, c'est aussi une belle histoire. Aussi, ah oui, les stats sont sortis hier. Les audiences, l'audimat, 22,6 millions de téléspectateurs. Alors certes, c'est beaucoup, ça fait partie des meilleures audiences de l'année, mais c'est la pire audience depuis que les playoffs existent en college football, donc depuis 2014. Et j'ai un peu du mal à expliquer parce que c'est quand même une affiche qui était alléchante. Si je devais donner une raison à ces problèmes d'audience, bah, c'est que ça se passe le lundi soir, quoi. Tu ne mets pas une finale de Il college n'y a pas que football lundi ça. soir quand c'est pas aussi Et- populaire. Après, je pense qu'aussi c'est une question de format des playoffs. Peut-être que les gens ont perdu un petit peu d'intérêt avec ce format-là, quoi. Donc ça va dans le sens Si, d'une extension des playoffs. Et Val, ouais, tu as si une je autre peux explication? rajouter, ouais, je pense que aussi, bah, par exemple, tu as le fait que Stetson Bennett soit pas un QB excitant à regarder, que tu sais que tu as, enfin, t'as une grosse défense de Georgia, donc normalement, tu devrais pas avoir beaucoup de matchs. Tu as un tout, c'est un match qui allait pas avoir beaucoup de points. Tu as Stetson Bennett, bah, tu sais qu'il va y avoir beaucoup de running game, etc. Tu sais, les gens, ils ont envie de voir du spectacle. Ils sont pas, ça fait, à mon avis, ça fait partie peut-être de la chose pourquoi il n'y avait pas autant de monde. Je pense que les gens en ont aussi Euh, marre d'Alabama. Bah, m- par exemple, ouais, la finale la plus regardée, c'était celle d'Oregon en 2014, Kevin, c'est ça, face à, je m'en Non, souviens plus. qu'est-ce que je dis? Non, c'était Mais pas face à Florida State, c'était face à c'était Ohio State. Ohio Florida State, State, voilà. c'était le Rose Bowl, la demi-finale. Mais, Elle a mais été moi, tu aussi vois, celle-là. moi, j'avais aussi un peu ça comme explication. Il faut savoir que le Georgia-Bama, on l'a eu il y a un mois, en finale de championship.
je pense qu'il y a beaucoup de monde qui était du même avis que nous sur le preview, ce qui veut dire que Bama avait l'avantage sur quand même pas mal de secteurs et qu'ils avaient aussi l'avantage psychologique. Ils ont Seiban, voilà, et tout le monde s'attendait à ce que Bama fasse son back-to-back et que ce soit encore une boucherie. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui se sont dit, en fait, la finale, on l'a déjà vue il y a un mois, pas besoin de la regarder. Et t'en as aussi d'autres qui ont sûrement dû se dire, vas-y, flemme de voir Bama gagner. Tu sais, il y a un peu l'effet patriote, c'est un peu la même chose, tu vois. C'est la même chose en NCAA, t'as des gens qui en ont marre de les voir gagner et après, ils regardent plus. Après, nous, ça reste du college football, on est quand même fans, donc on regarde, tu vois. Mais après, est-ce que ça a joué pour certaines personnes? Je pense aussi, ouais. Mais comme tu l'as dit, je pense que la décision incompréhensible de faire jouer ça un lundi soir, déjà, ça risque de. Peut-être qu'avec Il faut que ça change, la plus basse audience depuis la création playoff, ça risque d'avoir un impact sur leur décision pour la saison prochaine, je pense. J'espère aussi. Les gens risquent alors d'être déçus, hein, parce que Alabama termine la saison avec 13 victoires et 2 défaites, mais surtout des perspectives d'avenir glorieuses, quoi, hein. Ils sont déjà l'équipe favorite pour le titre l'an prochain. J'essaie juste de vous dire pourquoi. Quand Saban perd une finale, en général, l'année suivante, ça fait très très mal, ça va rechercher le titre. C'était le cas quand ils avaient perdu face à Clemson la première année. Ils vont revenir avec une équipe. Ils vont revenir avec Bryce Young, Will Anderson. Donc les deux seront favoris pour remporter l'Iceman Trophy. Les receveurs et tous les true freshmen qui ont joué pendant toute la saison. Donc voilà, tu as déjà une base de joueurs hyper jeunes qui auront énormément d'expérience. Et tu rajoutes à ça les transferts comme Eli Wicks ou Jahmyr Gibbs de Georgia Tech. Tu auras une équipe de malades l'an prochain. Et je pense que Bama va vraiment se servir de cette défaite pour remporter le titre l'an prochain. Du moins, pour moi, c'est déjà mes favoris. J'essaierai de vous sortir sur Twitter, vous irez voir un Way Too Early top 25. Quasiment tous les médias sont en train de faire ça en ce moment et à chaque fois Alabama est premier, quoi. Et quand tu vois tout ce que je viens de vous dire, c'est pas étonnant. Après, j'ai envie de te dire, quand tu vois les saisons que font la plupart des programmes, le seul programme assez périn pour que tu te dises, même une défaite de National Championship, ils seront là l'année prochaine, c'est eux. Regarde l'état de Clemson. Regarde l'état d'Oregon. Il y a un coaching staff qui a totalement changé. Regarde l'état. Bon, Ohio State encore, tu me Ouais, diras mais ça après, va, tu mais la vois, saison est pas ouf. Oregon, Regarde ouais, mais c'est Michigan, ça. regarde. Ohio State sera pour moi, Ohio State avec encore Georgia sera le principal adversaire d'Alabama l'an prochain, mais il n'y aura pas autant de stabilité. Et À Georgia, hein. moi, ce qui me fait mal pour la plupart des gens, c'est que, encore une fois, il y a beaucoup de monde, dont nous y compris, qui avons dit que cette année c'était l'année ou battre pour Obama et non, j'ai mal prononcé. Non, mais si, t'as raison. Comme quoi Pas du tout la c'était meilleure l'année où équipe les cette battre année. et je suis content que ce soit Georgia parce que depuis premièrement parce qu'au moins Guigui il aura une vanne en moins déjà, mais non je suis comme même si en soi j'étais un peu pour Bama quand même, je suis content que Georgia ait réussi à les battre parce que ça prouve qu'ils sont battables. Alors Bama battable, ça comme en finale de championship, hein, c'est pas non plus ils finissent pas à 4 Ouais, à 4-9 quoi. Mais il a fallu attendre la finale, quoi. ouais, voilà, mais je suis content de voir qu'il y a quand même des équipes qui sont quand même capables de battre Bama. Euh, bah, J'aurais bien aimé que ce soit une équipe hors SEC. Ça, c'est un truc perso, hein. Du Mais coup, t'en fais bien d'en parler. C'est la troisième année consécutive qu'une équipe de la SEC remporte le titre. Alabama, non, LSU, Alabama et Georgia, 2019, 2020 et 2021. oui, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus, hein. Là, il y avait pas à aller chercher un argument. Oui, mais non, non. J'aime bien essayer de taper sur la SEC, mais 3 titres par 3 équipes différentes en 3 ans, tu fermes ta gueule et tu dis oui, d'accord, quoi. Donc, maintenant, c'est aux autres conférences de sortir un peu les doigts. Ouais. Et d'essayer. On va voir ce que la Pac-12 ça va donner quand le nouveau commissionneur il va avoir tu vas pouvoir commencer à bosser. Un peu plus de pouvoir entre les mains, mais bon, c'est un autre Ouais. débat, quoi. Parce qu'on sait que voilà, la Pac-12 c'est toujours un peu compliqué. De toute façon, Kevin, Mais après, tu sais bien comme moi, et c'est pas de manquer de respect à USC et Oregon, que là, la première menace pour la SEC, c'est plutôt la Big Ten, hein, avec Ohio ah oui, oui, oui. State, même Michigan, bref, même si je du mal à y croire personnellement. Et voilà. Et on a vu les faiblesses de chaque conférence cette année, tu vois.
Et Oklahoma, on les attendait et finalement, ça a un peu défailli. Mais ça fait quand même Big Ten, top 10, tu vois, donc ça prouve que. oui, top 10 parce que ouais, parce que ça reste Oklahoma. Tu sais, on en revient à la même chose que Georgia. Ils ont un effectif qui est tellement ouf que même quand ils font des saisons de merde, ils arrivent à battre des gens, tu vois. Comme, Et comme parce que Clemson, hein. Clemson euh, qui fait une saison dégueulasse, mais qui sont quand même à plus de 10 victoires. ils sont à 10, oui, ils finissent à 10-3 avec leur victoire en bowl, mais regarde, je suis désolé, mais Oklahoma, on s'était hypé sur leur défense. Leur défense, elle était putride comme d'habitude. Le QB play a été tellement bof que Rattler s'est fait bencher et Caleb Williams, il a eu des matchs qui étaient vraiment pas terribles non plus. Donc voilà, il y a quand même pas mal d'équipes qui ont montré qui ont montré des limites cette saison. On va mettre un gros pass pour tout le monde. On va dire que c'est la faute du Covid. Et en espérant que l'année prochaine ce soit plus ou moins réglé et qu'on retrouve une très très bonne saison college football. Bon, elle a été exceptionnelle cette saison, mais ça, on aura l'occasion d'en revenir dans des futurs épisodes. Je pense, les gars, qu'on a fait le tour, non? Euh, Moi, personnellement, j'ai pas d'autre chose à dire. Faut dire qu'il n'y avait pas beaucoup de choses à dire en substance sur le match en soi. La preuve, c'est qu'on a surtout parlé de l'avenir des deux équipes et un petit peu des joueurs. Si vous avez rien à rajouter, on va conclure l'épisode. Ouais, ouais. Non, non, J'ai moi juste un truc à dire, Vas-y, Val. un petit SO à Madison. Et ça sera tout pour moi. Je lui passe aussi le bonjour. Bon, merci à tous de nous avoir suivis. C'était le dernier épisode du podcast sur la saison 2021, du moins les matchs. Je pense qu'on va revenir avec d'autres épisodes où on va essayer de parler un petit peu des meilleurs moments de la saison ou faire une sorte de rétrospective pour parler des choses qui nous ont plu ou déplu. Et après, là, on rentre dans la saison de la draft. On va essayer comme vous savez, on aura le live en avril. Ouais, c'est en avril ou en mai la draft, je sais jamais. Euh, en avril. on essaiera Avril, c'est fin on va avril, je essayer crois. d'organiser ce live. On va faire des épisodes où on va vous présenter les joueurs, etc. Bref, on a un beau programme qui s'annonce. Et en plus, attendez, il y a le Senior Bowl, il y a tous les autres bowls à Hawaï, etc. En vue de la draft. Donc, on aura des choses à se mettre sous la dent. Mais bon, là, c'est une petite pause. Merci à tous de nous avoir suivis cette année. C'était vraiment cool. On discute de plus en plus les samedis soirs, et ça, faut le dire, c'est quelque chose qui est vraiment agréable parce que il y a quelques années, on était un petit peu les extraterrestres, quoi. Les mecs seuls qui regardaient du CFB. Vous regardez du football universitaire. On se sentait un petit peu seul, et maintenant, c'est plus du tout le cas. On est sur quasiment tous les matchs, plusieurs à suivre le même match. Et bon, je parle pas de Bama ou de Georgia, c'est le cas pour Oregon, c'est le cas pour Notre-Dame, maintenant c'est le cas pour Ole Miss. Il y a des gens qui regardent même Maryland grâce à Helio, donc ça c'est super cool. Et À voilà cause de quoi, Helio, à cause, à pas cause de grâce, Helio. à cause. Oh, t'es dur, Maryland parfois c'est sympa. Mais bon, j'espère qu'il nous écoutera jusqu'à la 49e minute, Helio. Donc voilà les gars, je vous souhaite à tous une bonne journée, bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Et moi je vous dis à très bientôt. Salut les gars. À la prochaine. Salut tout le monde.